Petite question de Jean. À quel point la dilution des alts peut poser problème à l'alt season quand on compare la diminution au bear trap du total 3 alt de 2020-2024? Ouais, est-ce que selon toi, Théo, peut-être donner ton avis là-dessus, après je rebondirai. Est-ce que la dilution des alts qu'on a aujourd'hui, est-ce que ça peut avoir un impact important sur les performances des anciens altcoins? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup, même nous, hein, qui ont renforcé les positions sur des alts de cycle 2, cycle 3, sur des anciens schémas narratifs. Et est-ce que finalement, la recrudescence et l'augmentation presque exponentielle du nombre de projets et de saloperies qui sont lancés sur le marché, est-ce que ça va avoir un impact énorme sur les performances des altcoins déjà existants, quoi? Un impact énorme, pas forcément, mais un impact très certainement. Moi, j'en ai parlé pas mal sur ma chaîne aussi. Sur le mois d'avril 2024, il me semble, on a eu plus d'1 million de nouvelles cryptos créées, donc avec une partie sur Base et la grosse majorité, 600 000 peut-être sur Solana. Donc, grosse majorité de merde, hein, c'est du shitcoin, memecoin sur Solana. Mais du coup, on a vraiment eu une augmentation. Et c'est 1 million de cryptos, j'en crée en un mois, c'était plus que tout ce qui avait été créé sur Ethereum depuis son lancement en 2015. Donc, c'est quand même, on arrive sur des chiffres assez importants. Mais pour le coup, ce qu'on peut s'attendre, c'est une diminution des multiples, tout simplement. Mais enfin, c'est mathématique, il y a beaucoup plus de choses dans lesquelles investir. Donc, forcément, ça sera moins concentré et ça va se diluer. C'est pour ça qu'on parle de dilution des alts. Il y en a beaucoup plus d'opportunités. On l'avait évoqué aussi dans les derniers lives. En fait, tu as un empilement des schémas narratifs. Tu as encore la DeFi qui est encore là, les NFT. Maintenant, on a RWA, DeepMind. Et en fait, plus on avance, plus ça s'accumule en fait les catégories niches de projets, avec des projets qui continuent de créer, des coins qui continuent d'exister et qui continuent de conserver une part de personnes qui investissent dedans. Mais de l'autre côté, tu as les shiny new coins, tu as les nouveaux projets qui arrivent, qui Ça, lancent plein c'est pur à de... mort. Ça, c'est pur à mort aussi, hein. Ça, c'est pur à mort, mais au final, il y a quand même des projets dans certaines catégories, les meilleurs qui restent d'un bull run à l'autre. Et donc, du coup, tu as une base de défenseurs de ces projets-là qui vont continuer d'investir dessus. Plus, tu as d'autres schémas narratifs avec plein de coins. Tu as pas mal de saloperies aussi, mais dans l'idée, tu as quand même beaucoup plus de possibilités maintenant, aujourd'hui, pour investir que ce qu'on avait, par exemple, sur le cycle de 2020. Il y avait moins de projets, moins de haltes. Tu avais aussi beaucoup de saloperies, mais il y a beaucoup plus de choses et des choses nouvelles donc qui attirent un petit peu plus l'attention, comme toujours. Et du coup, ça fait qu'on est quand même dilué beaucoup plus. Et à mon avis, on aura des multiples moins importants que ce qu'on a pu avoir. Parce qu'en gros, les précédents bull run, c'était du moment que tu étais dans la niche qui pumpait avec les projets, voilà, du moment que ce n'était pas directement un scam, que tu avais quand même un projet voilà, qui était dans ce schéma narratif, grosso modo, tu allais faire de l'argent. Là, maintenant, c'est plus sûr, tu vois. Avec la dilution, avec tout ce qui se passe, dans chaque niche, tu as je sais pas combien de projets, avec des tokenomics plus pétés les unes que les autres, avec de l'inflation de partout. Et tu as plein de projets. Il faut vraiment bien choisir ces projets parce que je pense qu'il y en aura plein au final qui vont avoir des multiples assez maigres et qui, une fois le bear market arrivé, ils vont jamais remonter, tu vois. Vu la dilution. Ouais. Là, les places sont chères pour faire des gros multiples, quoi. Ouais, et puis en fait, je pense que c'est vraiment, comme tu l'as dit, il faut être ultra sélectif maintenant. Genre, il faut pas se dire, vas-y, j'investis sur plein, plein, plein de cryptos parce que il y en a tellement aujourd'hui et c'est très compliqué de pouvoir les suivre. Et que de toute façon, si tu as investi, tu as, je sais pas, même 10 000 euros et que tu investis dans 50 cryptos, tu es tellement dilué sur le marché. De toute façon, tu ne pourras pas sortir sur tous les projets comme tu veux. Tu ne pourras pas les suivre comme tu veux. Et même si tu en as un ou deux qui performent bien, tu as tellement peu investi dessus que ça ne changera pas grand-chose pour toi dans tous les cas. Et des fois, il vaut mieux se dire, je concentre mes actions sur certaines cryptos que je vais vraiment suivre. Pas forcément des altcoins qui viennent juste de sortir, mais des fois, juste de se dire, comme la majorité des gens, ce qu'ils devraient faire, en fait, globalement, hein, investir sur du Bitcoin et de l'Ether, je sais pas, à 60% sur du Bitcoin, 40% sur de l'Ether, ils auraient des bien meilleures performances que d'investir sur tout un tas de shitcoins et au final se retrouver des années après avec un portefeuille proche de zéro, quoi. Voire si ce n'est à zéro, quoi. Mais c'est ça aussi le truc, c'est de se dire il faut être vraiment sélectif de la manière dont on va sélectionner les choses parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets qui ne remontent pas. Et plus ça va avancer, plus ça va être compliqué d'obtenir des performances qui seront intéressantes à cause justement de ce schéma un peu de dilution. Je t'ai vu, hein, Martin, j'ai vu que tu as posé plusieurs fois la question. Je vais la prendre à ta question, t'inquiète pas. Et je pense que c'est une question qui va intéresser énormément de gens.
Ta question, c'est le pivot de la Fed serait selon vous un facteur de bear market? Mais on est d'accord, si pas de pivot, pas d'argent gratuit, pas de bull run. Alors, c'est compliqué comme question. Globalement, ce qu'on dit depuis le départ, c'est que s'il y a un pivot, c'est plutôt négatif que positif pour les actifs risqués. Sur les actions, et également, nous, on pense par proxy pour la crypto. Sur le long terme, ça peut être plutôt positif parce que les taux d'intérêt baissent. Et si les taux d'intérêt baissent, c'est-à-dire que l'argent n'est pas cher, c'est-à-dire peut-être qu'on va avoir plus de possibilités d'emprunter de l'argent. Et sur le long terme, c'est favorable aux actifs risqués. C'est juste en fait sur le court terme. Et quand je parle de court terme, si on regarde les données historiques que j'avais présentées, je vais essayer de retrouver le graphique tout à l'heure en vous donnant quelques chiffres. Mais sur la bourse, le pivot, en moyenne, c'est quelques mois. C'est-à-dire que quand je dis quelques mois, c'est en moyenne, je crois que c'est 13-14 mois de baisse pour atteindre entre le plus haut et le plus bas juste après le pivot. Donc, si on a 13-14 mois de correction sur le S&P 500, sur le Nasdaq ou ce que vous voulez, je vous laisse imaginer ce qu'on risque d'avoir sur la crypto. Vu que la crypto, c'est des cycles qui sont beaucoup plus rapides, bah, au final, si on a 13 ou 14 mois de correction sur les actifs financiers, là, clairement, ça coupe le bull run sous les pieds. Enfin, pour moi, je ne vois pas comment la crypto, à part si elle se décorrèle, et franchement, ce n'est pas le scénario que j'ai en tête, mais c'est plutôt ça. C'est-à-dire que si on regarde les corrections qu'on a eues, c'est des corrections entre 40, 50, 60% sur les marchés financiers, et en général, ça prend plusieurs mois, entre 13 et 14 mois. Si on a ça, et si c'est le cas sur 2024, on peut avoir du coup une baisse finalement par anticipation et un arrêt ou un bear market qui arriverait plutôt que prévu. Ce qui serait logique aussi, hein, parce qu'on a eu une augmentation du Bitcoin plutôt que prévu aussi, hein, au final. Hein. L'augmentation qu'on a eue sur une période de pré-halving avec un dépassement de la TH, c'est un truc qu'on n'avait encore jamais eu historiquement parlant. Alors tout le monde l'exprime avec l'arrivée des ETF, mais finalement, qui dit qu'on a commencé un cycle plus tôt, peut-être voudra dire qu'on le finira plus tôt aussi. Mais c'est pas sûr. Et c'est pour ça qu'il faut voir ce qu'on va avoir finalement. Parce que pour l'instant, on s'attendait à avoir deux pivots, enfin deux baisses successives sur 2024, et plutôt en début d'année. Je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers lives qu'on avait fait avec vous. Ils disaient au départ, ils exprimaient quand on était en 2023, ils disaient qu'on aurait un premier pivot sur le mois de février. Ensuite, c'était sur le mois de mars. Ensuite, on a dit que c'était sur le mois de juin. Ensuite, là, ils disaient que c'est sur le mois de juillet. Et là, ils disent que c'est sur le mois de septembre, octobre, etc. Donc, au final, ils sont toujours en train de repousser. Ce que dit Jérôme Powell sur les derniers meetings, c'est qu'il s'attend, lui, à faire au moins une baisse sur 2024. Bon, on n'a pas encore eu les élections américaines, mais il est tout à fait possible, si c'est Trump qui passe, qu'ils disent, bah voilà, moi, je veux un truc bullish sur les marchés financiers. Et donc, peut-être qu'il n'y aura pas de baisse tout de suite, parce qu'il y a le côté des élections. Mais moi, ce que je m'attends, et c'est le scénario que je privilégie aujourd'hui, et après tu rebondiras, toi Théo, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on est en bear trap. Je pense que ça va repartir à la hausse. Ça va repartir à la hausse fort, avec le lancement des ETF Ethereum, avec l'arrivée des élections américaines, qu'on va avoir une alt season sur Q3 et Q4 de 2024, avec une augmentation importante sur pas mal d'altcoins, que ce soit les RWA, que ce soit sur les coins de cycle 1, les nouveaux schémas narratifs, et voire même aussi les anciens schémas narratifs et les coins de cycle 2 et de cycle 3. Je pense qu'on va avoir une augmentation importante là-dessus. Je pense qu'il va falloir prendre des bénéfices assez tôt dans le cycle pour se protéger, justement au cas où on est le pivot qui arrive sur 2024. Parce que là, si demain, on a une augmentation énorme sur Q3 et Q4 de cette année, avec une alt season importante, avec une recrudescence sur le marché crypto. Beaucoup de gens se diraient, et c'est ce que je dis depuis le départ, hein, vont se dire, le marché, on n'est qu'au tout début parce que 2024, c'est génial. Regardez ce qui s'est passé sur 2025, 2021, c'est la période euphorique. Sauf qu'au final, tu peux avoir le pivot qui arrive fin 2024 et qui va mettre quelques mois pour se répercuter sur le marché, donc qui arrivera peut-être à se répercuter, je sais pas, sur janvier, février, mars 2025. Et si tu n'as pas pris des bénéfices sur la fin de l'année 2024 ou début 2025, tu peux te retrouver en gros bear market en fait sur toute l'année 2025 et qui continuera sur 2026-2027. C'est possible. Pour l'instant, c'est le scénario que je privilégie. C'est pour ça que renforcer ses positions et accumuler dans des périodes comme aujourd'hui, c'est ce que je continue de faire parce que ça fait baisser le prix moyen sur beaucoup de cryptos que j'ai à l'heure actuelle. Parce que je vois pas, en fait,
quand tu as des projets qui sont presque au plus bas du cycle, oui, ça peut encore descendre. Il y a plus de chances que ça augmente que que ça baisse. Si ça perd encore 30%, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Mais l'inverse, ce n'est pas le cas. Quand tu as un projet qui a déjà fait 1 x 10, il y a plus de chances qu'il baisse ou qu'il corrige plutôt qu'il augmente. Et du coup, moi, c'est un peu le scénario que j'ai. C'est que je me dis qu'il faut profiter des périodes où, au final, ils sont encore en train de repousser le fameux pivot et la baisse des taux d'intérêt, parce que c'est plutôt un catalyseur macro plutôt bearish, sur le court terme en tout cas, et qui pourrait couper l'arbre sous le pied sur le marché crypto. Et moi, je pense que on pourrait avoir un premier pivot sur 2024, voir ce qui va se passer avec les élections américaines. Si on l'a sur 2025, c'est encore mieux. Mais si on a une augmentation importante sur les alts, ce que je m'attends sur Q3 et Q4 de 2024, moi, je prendrais une partie des bénéfices. Si on a à prendre, bien évidemment, en tout cas. Parce qu'il y a certains paliers que j'aurai, à mon avis. Et là, je commencerai à sortir de mon bag. Et en fonction de l'augmentation des cours, parce que forcément, si vous avez un Bitcoin qui commence à dépasser son ATH sur 2024, je vous fais plusieurs scénarios. Hein. Vous avez un Ether avec le lancement des ETF qui est, allez, 7 000, 8 000 $. On peut aller, on voit des prédictions à 9 000, 10 000. Vous avez un Bitcoin qui a 100 000, 110 000, 120 000, des alts qui pètent de partout. Et là, vous vous dites, OK, je ne prends pas de bénéfices, 2025, ça va être génial. Bah non, forcément. Si par contre, vous avez un Bitcoin qui latéralise jusqu'à la fin de l'année, qui ne fait pas grand-chose, l'Ether qui augmente un peu, qui passe à 5 000, 5 500 $, voire peut-être mettre 6 000 avec le lancement des ETF, et puis il y a une petite augmentation sur les alts, ça sera peut-être à revoir. Mais pour moi, ce n'est pas le scénario non plus que je privilégie. Moi, je pense vraiment que ça va se réveiller sur la fin d'année et qu'il y aura un intérêt pour beaucoup de personnes d'avoir profité de ces périodes-là pour pouvoir rentrer, pour pouvoir se protéger et pour pouvoir avoir la possibilité de sortir avec des bénéfices et récupérer rapidement votre sub initial et de vous dire, OK, j'ai un moon bag que je garde, ça peut être, j'en sais rien, 30, 40, 50% de votre bag en fonction de ce que vous avez investi, et de vous dire, bah ça, c'est le scénario un peu bullish au cas où ça continuera sur 2025 et en fait, c'est que du positif. Mais si vous n'avez pas la possibilité de sortir suffisamment à temps sur 2024 et pas d'avoir pris des bénéfices et que vous n'avez pris 0 bénéfice et que vous êtes toujours investi 100% sur la crypto sur cette période-là, si le scénario de 2025 ne se passe pas comme prévu, subir un bear market de 2 ans, 2 ans et demi sur des altcoins spéculatifs, c'est difficile. C'est très dur. Donc voilà un peu mon point de vue là-dessus. Je ne sais pas si tu veux rebondir, Théo. Ouais, bah, moi, je partage totalement ce que tu viens de dire. Et c'est un peu la même approche pour moi. Surtout en termes de penser à stratégie de sortie, pas en cible de prix. Donc, tout ce qui est quel cible de prix vous pensez que le Bitcoin, machin, vous pensez que tel altcoin peut. On s'en fout. De toute façon, personne ne le sait. Et le mieux, c'est encore de penser, plus ça avance, moi, plus je le fais comme ça, moi, en tout cas, en termes de pourcentage par rapport à vous-même, en fait. Qu'est-ce que vous avez, dans quoi vous avez investi, quel prix? Alors, en lycée, est-ce que vous avez fait un DCA sur le bottom? Est-ce que vous êtes rentré au top? Est-ce que vous êtes rentré maintenant sur la correction? Peu importe le moment où vous êtes rentré, regardez votre prix moyen d'entrée et regardez votre objectif potentiel en termes, alors on va parler de multiples, mais c'est OK de parler de pourcentage aussi, parce que bien trop souvent on l'oublie dans la crypto, mais des pourcentages 20, 30, 40, 50%, c'est quand même vraiment pas mal par rapport au marché tradi. Surtout par exemple, il me semble que c'était Laurent qui avait dit qu'il était rentré par exemple en avril de cette année, donc autour de l'ATH à 70 000 $ ou quelque chose comme ça. En pourcentage, c'est peut-être pas mal plus qu'en multiple, hein, parce que déjà 1 x 2, ça fait un Bitcoin à 140 000 $. C'est quand même vraiment pas mal pour ce cycle-là, je pense. Hein, donc, je n'ai pas des cibles à 200 000, par exemple. Mais dans tous les cas, le fait de regarder par rapport à ce qu'on a fait nous, déjà, mais tu t'enlèves toute cette pression de savoir si le prix va augmenter, si machin. Au final, on regarde le prix lycée, on regarde si le rendement qu'on a fait nous convient et on sort. Il n'y a pas besoin d'attendre forcément d'avoir, je sais pas, le Bitcoin à 200 000 ou l'altcoin qu'on a investi avec une certaine cible de prix. Si on peut sortir la mise initiale, comme tu l'as dit, assez rapidement, on peut faire par exemple, dès qu'on a atteint 1 x 2, on sort 50%. Comme ça, on a récupéré la mise initiale et le reste, c'est du bonus. C'est la stratégie la plus simple. Ou alors, on peut sortir, attendre un petit peu plus, 1 x 3, sortir à 33% ou des choses comme ça. Mais dans tous les cas, c'est plus des multiples par rapport à notre prix moyen d'entrée qui va dépendre
personne n'aura le même prix d'entrée parce que tout le monde sera rentré forcément à des jours différents, des heures différentes, avec des montants différents. Donc le prix d'entrée lycée sera différent pour toutes les personnes. Mais dans tous les cas, regardez par rapport à notre bac les objectifs qu'on a aussi. Parce que forcément, si on est rentré avec 300 balles, même si un Bitcoin qui monte énormément, on ne fera peut-être pas 10 000, 20 000 euros. Donc il faut être raisonnable aussi par rapport à ça. Et faire sa stratégie, comme tu l'as dit, en fonction des différentes possibilités qui peuvent se passer. Si ça pump beaucoup et qu'on a des multiples conséquents, ben voilà, peut-être pas se dire prédiction de quand est-ce que le bull run sera fini, prédiction de prix, prédiction de tout. Le mieux, c'est encore regarder par rapport à ce qu'on a nous. Sur le moment, si ça nous convient, on sort et puis c'est tout, quoi. On part palier encore une fois. Et voilà. Et après, pour rebondir aussi sur est-ce que c'est un facteur de bear market, à chaque fois, toujours pareil, hein, c'est le truc chiant, oui et non. Comme tu l'as expliqué, pivot de la Fed, sur le court terme, c'est bearish, sur le long terme, c'est plutôt bullish, parce que ça veut dire que le retour de l'argent facile. Pareil pour le halving, sur le court terme, c'est plutôt bearish, comme ce qu'on est en train de voir. Regardez, depuis mai, on a commencé la correction, on n'en est pas encore sorti. Par contre, il n'y a pas de bull run sans halving, et c'est vrai que c'est ce qui donne le top départ après avoir passé cette phase de correction. Mais comme tous les événements, tu vois, les ETF, on en avait parlé aussi. Pour le coup, c'est un peu inversé, peut-être. C'est-à-dire, ça serait plutôt bullish sur le court terme parce que dès que ça commence à trader, il y a ce volume d'argent qui arrive en spot. Après, dans le futur, est-ce qu'on aura ce qui se passe par exemple sur le marché de l'or avec une suppression de la volatilité et du cours avec les options futures qui vont se développer par-dessus les ETF spot, ce qui se passe un peu sur le marché de l'or avec des contrats futurs qui s'échangent avec des ratios assez importants. Je ne sais pas si peut-être 10 fois le prix du spot sous-jacent. Ah, c'est énorme. On aura peut-être cet aspect suppression du prix du Bitcoin avec les contrats futurs qui se fait très bien dans toutes les autres classes d'actifs, notamment les commodities et notamment le marché de l'or où c'est un phénomène qui est assez connu avec tous les produits synthétiques, toutes les options qui viennent se greffer par-dessus le marché de l'or physique. Et au final, il y a des manipulations de prix qui s'opèrent comme ça. Donc, est-ce qu'on aura le même truc sur les ETF spot, crypto, avec un effet plutôt négatif sur le long terme pour le coup, parce qu'on aura une suppression du prix et de la volatilité. Et il ne faut pas oublier que la crypto, oui, c'est très volatile, mais s'il n'y a pas de volatilité, tu ne fais pas d'argent non plus. Hein. Le but, c'est de mettre la volatilité de notre côté. Donc, il y a toujours un petit peu en investissement, ça peut être positif ou négatif. Sur court, toujours faire un court, moyen, long terme. Il peut y avoir différentes étapes comme ça. Et un événement peut être très positif sur du court terme et très mauvais sur du long terme, et inversement. Donc, il faut essayer de voir aussi des choses comme ça et toujours se dire ok, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un peu au milieu, je vais me faire balloter dans tout ça. Je ne peux rien prévoir parce que le macro, même si tu suis un petit peu, et il y en a qui font, tu vois, comme Lina Dunn ou George Gaimon, tu vois, des youtubeurs qui sont à fond sur les côtés macro, qui regardent les indices industriels, le CPI, toutes les données d'inflation, le taux de chômage et tout. Et essayer de faire des provisions. Il y en a qui arrivent à le faire plus ou moins de succès. Mais au final, si tu n'as pas envie de t'emmerder avec tout ça... La plupart du temps, ça marche pas. La plupart, c'est très difficile de prévoir quoi que ce soit parce qu'au final, il y a tellement de variantes dans un truc comme ça. Et c'est pour ça que je reviens à mon point initial. Plutôt que d'essayer d'avoir des prix, des données de chiffres, des données de temps, est-ce que vous pensez qu'à telle date, il va se passer ça? Est-ce que vous pensez à... Regardez par rapport à ce que vous avez vu. Regardez ce que vous avez pu réussir à mettre en place parce que des fois, tu dis, je vais arriver à faire ça. Bon, au final, tu y arrives plus ou moins. Regardez votre situation actuelle, ce que vous avez réussi à faire, pris des moyens d'entrée et faites vos prévisions par rapport à ça. Si j'arrive à, bien sûr, à ne pas vendre à perte, mais si j'arrive à sortir, rembourser ma prise initiale et faire des plus-values, c'est déjà gagné et ça sera la win par rapport à beaucoup plus de gens. Donc après, vous pouvez être plus ou moins joueur avec ce qui reste, mais dans tous les cas, c'est ça le but, c'est faire de l'argent. Déjà, pas en perdre. Le but principal, c'est pas en perdre. Mais après, essayer de faire de l'argent. Et cette phase-là, c'est est-ce que je suis plus ou moins gourmand? Est-ce que je suis plus ou moins joueur? Est-ce que je peux prendre plus ou moins de risques? Mais dans tous les cas, ça va dépendre, et c'est pour ça qu'on présente tout ce qu'on présente, de vous et de votre capacité à être critique par rapport à tout ce qui se passe et se dire ok, il y en a des mecs, ça y est, on est reparti sur les bougies vertes, on nous dit Bitcoin à 250, à 300K, enfin ça va arriver, hein. Regardez, on en reparlera quand on sera reparti, mais à chaque fois tu as les prévisions, tel gérant de fonds met le Bitcoin à 300K, tel gérant, lui c'est 500K, il y en a d'autres, ils vont dire 150. Donc, on aura les prévisions comme ça, mais au final ce qui importe, c'est vraiment encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment ça à la base, hein, c'est le prix d'entrée pour vous.
Et ça, il n'y a que vous qui le connaissez et les objectifs que vous avez derrière. Donc, voilà. Exactement. Je voulais juste repartager quelques petits graphiques que je vous avais dit tout à l'heure pour finir de répondre à la question de Martin, qui, je pense, intéresse beaucoup de gens. C'est ce que je vous avais présenté la dernière fois. Est-ce qu'on voit mon écran, Théo? Yep. Attends, j'ai peut-être enlevé le commentaire de Martin parce que peut-être qu'on voit pas grand-chose du coup. Tac. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, vous avez les différentes corrections après le pivot de la Fed. Alors, le pivot a eu lieu, par exemple, en août 2007 et le bottom a été atteint en 18 mois en février 2009. Là, décembre 2020, le bottom a été atteint en septembre 2022. 21 mois de correction, 38,3% de baisse, etc. Mais globalement, c'est quand même souvent des baisses. En moyenne, c'est à peu près 30%. On voit que des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins. La guerre du Golfe, bon, 4,4%. C'était dans les années 89-90. Et en moyenne, c'est 14 mois. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est quand même dubitatif. Mais pour l'instant, à part ça, il y a quelques news et je pense que j'en parlerai, je ne sais pas si j'aurai le temps cette semaine, mais peut-être la semaine d'après, avec ce qui se passe aujourd'hui avec les ventes de MTGOX, le gouvernement allemand aussi qui vend des BTC et tout. Mais ça reste des petites news, quoi, globalement. Il y en a qui vont rigoler quand je dis des petites news. Mais pour moi, c'est aujourd'hui, on est en train de clairement suivre peu ou prou ce qu'on a connu historiquement parlant. Voilà. À part peut-être une augmentation un peu plus tôt sur une période de pré-halving précoce, la correction qu'on a, elle est normale. La latéralisation qu'on va faire ou la correction qu'on a eue, elle est même très saine et on en a besoin pour avoir un cycle qui dure longtemps aussi. Voilà. Regardez, vraiment étudiez les cycles précédents, formez-vous à ça parce que ça vous aidera énormément. Mais par contre, là où ça pourrait vraiment couper l'herbe sous le pied, c'est ça. Parce que là, les durées, elles sont quand même relativement longues. Et regardez, à chaque fois qu'il y a eu des augmentations de taux et des baisses, bah voilà, on a eu des corrections sur les marchés financiers qui sont importantes. Mais globalement, vu qu'on vous dit qu'on est là aussi sur le long terme, c'est ça aussi le but. À chaque fois, ça a redépassé son précédent plus haut. Je vous invite à regarder le cours du Bitcoin, regarder le cours de l'Ether, où il y a des volatilités qui sont importantes. Mais le précédent cycle en 2017 pour l'Ether, c'était 1400 $. Aujourd'hui, est-ce que vous n'auriez pas envie d'avoir eu la possibilité d'acheter de l'Ether à 1400 $? Le précédent, le cycle de 2017, c'est pareil sur le Bitcoin. Ceux qui ont acheté à 20 000 $, est-ce que vous n'auriez pas envie de racheter du Bitcoin à 20 000 aujourd'hui? Voilà. C'est qu'une question de perspective et une question aussi d'horizon de temps, en fait, et de ce que vous voulez faire. Moi, il y a des projets que j'avais achetés sur le précédent cycle, quand je vous avais parlé que j'avais acheté à l'époque du Cardano à 1 et 2 centimes. Aujourd'hui, on peut regarder. Je crois qu'il est à 38, 40 centimes. Même après la correction, même encore après le bear market. Chainlink, j'en avais acheté à 80 centimes, 1 euro. Le BNB, j'en avais acheté à 14 balles. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc, au final, si vous êtes là sur le long terme et vous commencez à vous dire, OK, il y a des périodes de baisse, j'achète et je ne suis pas là juste pour un cycle, je suis là vraiment sur le long terme, vous avez une très forte probabilité d'obtenir des résultats qui seront super intéressants. Si par contre, vous vous perdez dans le bruit ambiant, là, vous allez vous faire défoncer. Malheureusement, vous allez vous faire défoncer. Il y a des gens qui arrivent à s'en sortir, mais globalement, c'est ce qu'on retrouve sur le marché. L'écrasante majorité des gens en crypto perdent de l'argent. C'est une réalité. Malgré le fait que ce soit la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité.